Comment un défenseur a-t-il marqué un but contre son camp en Coupe du Monde avant d'être exécuté 10 jours plus tard? Comment Neymar a-t-il subi une blessure qui a failli le laisser en fauteuil roulant à vie? Comment continuer à entraîner l'équipe nationale tout en faisant face à la perte de sa propre fille? Et si une simple célébration de but se transformait en tragédie? Le football est un sport qui apporte de la joie à des millions de personnes à travers le monde. Les victoires, les défaites, les buts, tout cela provoque une véritable tempête d'émotions. Mais derrière ces moments de gloire se cachent parfois des tragédies terrifiantes, gravées à jamais dans les mémoires. Aujourd'hui, les amis, je vais vous raconter les 5 moments les plus effrayants et choquants de l'histoire du football. Ce côté sombre du jeu vous fera réfléchir sur le fait que, parfois, les victoires et les défaites ne sont pas ce qu'il y a de plus important sur le terrain. Neymar, le magicien du football. En 2014, Neymar était déjà synonyme de magie sur le terrain. Rapide, technique et imprévisible, il représentait un cauchemar pour toutes les défenses. Encore jeune, il était devenu la star incontestée de la sélection brésilienne, portant sur ses épaules les espoirs d'un pays tout entier. Le rêve était clair, remporter le titre mondial à domicile. La Coupe du Monde 2014 devait être l'apogée de sa carrière. Dès les premiers matchs, Neymar a démontré tout son génie. Lors de la phase de groupe, il a brillé avec 2 buts contre la Croatie et 2 autres face au Cameroun. Son énergie, sa technique et sa passion inspiraient ses coéquipiers et électrisaient les supporters. Tout semblait suivre un scénario parfait. Neymar semblait destiné à mener le Brésil vers la gloire. Lors des 8e de finale contre le Chili, sa précision lors de la séance de tir au but a assuré la qualification de son équipe. Mais ce rêve s'est brisé en un instant, lors du quart de finale contre la Colombie. Le match promettait un grand spectacle, mais ce fut une tragédie. Après les buts de Thiago Silva et David Luiz, l'euphorie régnait au Brésil. Cependant, en milieu de seconde période, la joie a laissé place à l'effroi. Neymar, tentant de contrôler un ballon, a été brutalement percuté dans le dos par le genou du Colombien Juan Zuniga. Il s'est effondré au sol en hurlant de douleur. Son visage déformé par la souffrance ne laissait aucun doute. Ce n'était pas une faute banale. Le stade entier a retenu son souffle. Les expressions d'horreur sur le visage des spectateurs reflétaient la gravité de la situation. Les médecins ont couru sur le terrain tandis que Neymar, en pleurs, se tordait de douleur. Transporté sur une civière à la 88e minute, il a quitté le terrain sous un silence pesant. Peu après, le diagnostic est tombé. Neymar avait subi une fracture à la 3e vertèbre lombaire. Sa Coupe du Monde était terminée. Les médecins ont annoncé qu'il aurait besoin d'un long processus de traitement et de rééducation. Mais ce n'était pas le pire. L'impact était passé à seulement 1 cm de sa moelle épinière. 2 cm de plus, et Neymar aurait pu être paralysé à vie. Le monde entier a tremblé face à cette révélation. La perspective qu'un joueur de son talent puisse finir dans un fauteuil roulant a choqué les amateurs de football. Neymar lui-même a confié plus tard que ces instants, après l'impact, étaient les plus effrayants de sa vie. Il a raconté « Quand je me suis blessé, Marcelo a essayé de m'aider à me relever, mais il n'a pas réussi. Je ne pouvais pas bouger mes jambes, je n'avais plus de force. J'ai dit « Je ne peux pas, je ne sens rien ». Puis on m'a emmené à l'hôpital. Neymar a également révélé qu'à ce moment-là, il avait prié pour ne pas perdre l'usage de ses jambes. Je voulais juste pouvoir marcher à nouveau. Ces mots ont bouleversé la planète football. Ce n'était pas seulement un coup dur pour lui, mais pour tous ceux qui aiment ce sport. Heureusement, comme dans la vie, le football ne se termine pas toujours par une tragédie. Neymar a entamé un processus de rétablissement avec les meilleurs médecins du monde. Soutenu par le FC Barcelone, la sélection et sa famille, il a progressé rapidement. Contre toute attente, seulement 30 jours plus tard, il était de retour sur le terrain lors d'un match de pré-saison avec le Barça. Neymar est revenu plus fort, plus sage et prêt à relever de nouveaux défis. Cet épisode reste gravé comme l'un des moments les plus effrayants de l'histoire des Coupes du Monde. Mais il témoigne aussi de la force mentale et de la volonté de Neymar. Lors d'une interview, il a partagé une discussion marquante avec son médecin à l'hôpital. Le docteur lui a dit « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ». Neymar a demandé « Quelle est la mauvaise ?» Le médecin a répondu « Tu ne joueras plus dans cette Coupe du Monde ». Et la bonne ? Si l'impact avait été 2 cm plus bas, tu aurais perdu l'usage de tes jambes pour toujours. Un récit qui rappelle que derrière la gloire et les paillettes du football se cachent parfois des épreuves humaines profondes. Chapecoense, un club de football d'une petite ville brésilienne appelée Chapeco. Fondé en 1973, il n'a jamais été considéré comme un géant du football. Cependant, grâce à un travail acharné et une détermination sans faille, le club a atteint la scène internationale en 2016.
Cette année-là, l'équipe a écrit l'une des plus belles pages de son histoire en se qualifiant pour la finale de la Copa Sudamericana, le deuxième tournoi le plus prestigieux d'Amérique du Sud. Le lundi 28 novembre 2016, l'équipe a pris l'avion en direction de la Colombie pour disputer la finale contre l'Atlético Nacional, l'un des plus grands clubs de football colombien. Ce devait être un moment historique, l'ascension fulgurante d'un nouvel acteur du football brésilien et une consécration pour la Chapecoense, qui, partie d'une petite ville, avait réussi à obtenir une reconnaissance internationale. À bord de l'avion se trouvaient 77 personnes, 23 joueurs, le staff technique, des journalistes, des dirigeants du club, des membres de l'équipage et des invités d'honneur. L'atmosphère était à la fête, les joueurs prenaient des selfies, partageant leur joie et leur excitation sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup, c'était le sommet de leur carrière, le plus grand moment de leur vie. Mais cette euphorie a rapidement été balayée par une tragédie. Vers 22h15, heure locale, alors que l'avion approchait de l'aéroport de Medellín, il s'est écrasé. La tragédie a choqué le monde entier, mais les détails révélés par la suite étaient encore plus effrayants. Il a été découvert que l'avion, exploité par la compagnie aérienne Lamia, volait avec des réservoirs presque vides. Selon des témoignages, les pilotes avaient sciemment ignoré les protocoles de sécurité en renonçant à effectuer un ravitaillement complet dans l'espoir d'atteindre leur destination sans escale. Lorsque l'appareil a commencé à perdre de l'altitude, l'équipage n'a pas signalé les problèmes de carburant, ce qui a conduit à une catastrophe pourtant évitable. L'accident a coûté la vie à 71 personnes, y compris presque tous les joueurs de l'équipe, le staff technique et plusieurs journalistes. Seules 6 personnes ont survécu, 3 joueurs, le gardien Jackson Follman, les défenseurs Alan Ruschel et Neto, un journaliste, ainsi que 2 membres d'équipage, une hôtesse de l'air et un technicien en aviation. Le président du club, l'entraîneur, le capitaine et toute la commission technique ont péri dans l'accident. Jackson Follman a été gravement blessé, au point que les médecins ont dû amputer une de ses jambes. Malgré cela, il est devenu un symbole de résilience, s'impliquant dans des projets sportifs et sociaux. Alan Ruschel a souffert d'une fracture du fémur et de lésions crâniennes, mais il a réussi à rejouer au football après un an de convalescence, réintégrant l'équipe reconstruite. Neto, miraculeusement sauvé, a survécu à des blessures graves et avait même envisagé de reprendre sa carrière, mais sa santé l'en a empêché. Il a été tourmenté par des douleurs persistantes au dos et aux jambes. Après cette tragédie, le monde du football s'est uni dans un élan de solidarité. L'Atlético Nacional, qui devait affronter Chapecoense en finale, a demandé que le trophée soit attribué à l'équipe brésilienne, un geste accepté par les instances sportives. Plusieurs clubs brésiliens ont proposé de prêter gratuitement des joueurs pour aider Chapecoense à reconstruire son effectif. La Ligue nationale a même discuté de la possibilité de garantir au club une immunité contre la relégation pendant plusieurs saisons. L'un des moments les plus émouvants est survenu en août 2017, lorsque le FC Barcelone a organisé un match amical au Camp Nou en soutien au club brésilien. Avant le début de la rencontre, Jackson Follman, vivant désormais avec une jambe amputée, est entré sur le terrain sous les ovations du public. Ce moment symbolisait la résilience et le courage incroyable des survivants. Cet événement n'était pas seulement un match, mais un hommage vibrant à ceux qui ont perdu la vie dans cette tragédie. Le crash du vol transportant Chapecoense reste l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire du sport. Un drame où des erreurs humaines et des négligences ont coûté la vie à des joueurs talentueux, des entraîneurs, des journalistes et des civils. Cet événement tragique nous rappelle l'imprévisibilité de la vie et l'importance cruciale de respecter les mesures de sécurité. Bien que le club ait réussi à renaître de ses cendres, la mémoire de ceux qui ont disparu restera à jamais gravée dans le cœur de millions de personnes. La trajectoire de Luis Enrique, figure emblématique en tant que joueur et entraîneur, est également marquée par une tragédie personnelle déchirante. Bien que cet événement ne soit pas directement lié au football, il révèle le côté profondément humain d'un homme qui a laissé une empreinte indélébile sur ce sport et dans le cœur de ses admirateurs. Quand on regarde Luis Enrique aujourd'hui, avec son assurance et sa détermination inébranlable, il est important de se souvenir de l'épreuve terrible qu'il a traversée. Luis Enrique est largement reconnu comme l'un des joueurs les plus acharnés et déterminés de sa génération. Il a connu une carrière remarquable dans le football espagnol, jouant 5 ans pour le Real Madrid avant de rejoindre le FC Barcelone, où il est resté 8 années mémorables. Cependant, pour beaucoup de fans, Luis Enrique est surtout le brillant entraîneur qui a conduit le Barça à la conquête du triplé historique en 2015. Avec sa personnalité dynamique et sa confiance contagieuse, il a toujours été une source d'inspiration, sur le terrain comme en dehors. Pourtant, peu de gens savent qu'en 2019, Luis Enrique a affronté l'une des tragédies personnelles les plus dévastatrices qu'un parent puisse vivre, un événement qui aurait pu briser n'importe qui.
Luis Enrique était le père de 3 enfants et mettait toujours en avant l'importance de l'harmonie et de l'amour familial. Il ne cachait jamais sa fierté pour ses enfants, notamment pour sa Benjamine Xana, née en 2010. Xana était une présence constante dans sa vie, apparaissant souvent à ses côtés lors de célébrations et de moments marquants. Ceux qui connaissaient la famille Enrique décrivaient Xana comme une enfant joyeuse et pleine de vie, dont le rire illuminait chaque pièce. Mais en mars 2019, tout bascula. Luis Enrique annonça soudainement qu'il quittait son poste de sélectionneur de l'équipe nationale espagnole pour des raisons personnelles. À ce moment-là, personne ne connaissait réellement la gravité de la situation. Cette décision souleva beaucoup de questions et de spéculations. Mais pour Luis Enrique, le football n'était plus une priorité face à la tourmente dans sa vie personnelle. Sa fille Xana avait été diagnostiquée d'un ostéosarcome, une forme rare et agressive de cancer nécessitant un traitement long et éprouvant. Luis Enrique et sa famille avaient déjà commencé à affronter cette épreuve avant son départ de la sélection. Mais ils avaient choisi de garder cela privé pour protéger leur intimité. L'entraîneur consacra tout son temps et son énergie à soutenir sa fille dans son combat, restant à ses côtés à chaque étape. Malheureusement, malgré les efforts acharnés des médecins et l'amour incommensurable de sa famille, la maladie eut le dernier mot. Le 29 août 2019, Xana s'éteignit à l'âge de 9 ans. La nouvelle bouleversa le monde du football, prenant de court de nombreux supporters qui ignoraient l'état de santé de la fillette. Dans une déclaration émouvante, Luis Enrique affirma que sa fille avait combattu avec un courage admirable pendant 5 mois. Il décrivit cette perte comme l'épreuve la plus douloureuse de sa vie. Comment Luis Enrique a-t-il trouvé la force de continuer? Ce moment reste profondément personnel. Mais ce qui est certain, c'est que cet événement l'a profondément marqué, modifiant sa perception de la vie et l'amenant à réévaluer ses priorités. Malgré tout, il n'a jamais perdu son esprit combatif. Quelques mois seulement après la tragédie, Luis Enrique reprit son travail d'entraîneur, étonnant par sa résilience. Sa capacité à poursuivre sa vie et sa carrière devint un symbole d'espoir et de force face à l'adversité. Cet épisode demeure l'un des moments les plus sombres, non seulement dans la vie de Luis Enrique, mais également dans le monde du football. La disparition de Xana a touché des millions de personnes, suscitant une vague de soutien et de compassion à l'égard de la famille. Cependant, cette histoire est aussi un exemple puissant de la façon dont, malgré une douleur insurmontable, il est possible de continuer à avancer et de redonner un sens à sa vie. Xana a partagé 9 années merveilleuses avec nous. Bien qu'elle ne soit plus présente physiquement, elle reste parmi nous spirituellement. Nous pensons à elle chaque jour, a confié Luis Enrique en octobre 2024, rappelant que même dans la tragédie, la mémoire des êtres aimés continue de briller. Andrés Escobar était un symbole d'espoir pour le football colombien. Grand, calme et confiant, ce défenseur faisait partie de la génération dorée de la Colombie des années 90. Cette équipe promettait de devenir l'une des plus puissantes du monde, prouvant à chaque match qu'elle pouvait affronter n'importe quel adversaire. Dans un pays plongé dans la criminalité, le football représentait bien plus qu'un simple jeu. C'était une chance de rêver d'un avenir fait de victoires et de fierté. La Coupe du Monde 1994, organisée aux États-Unis, était perçue comme la scène idéale pour montrer la force de la Colombie. Beaucoup voyaient la sélection colombienne comme l'une des favorites. Dirigée par Carlos Valderrama et le jeune attaquant Faustino Asprilla, cette équipe inspirait des millions de supporters. Mais dès le premier match contre la Roumanie, rien ne s'est passé comme prévu. La Colombie a perdu 3-1 et la pression autour de l'équipe a commencé à monter. L'avenir de la Colombie dans le tournoi dépendait du deuxième match contre les États-Unis le 22 juin 1994. Pour espérer se qualifier, la victoire était impérative. La rencontre a commencé sous tension, les Américains jouant avec une confiance inattendue, tandis que le score restait inchangé. Puis, à la 35e minute, un centre venu de la droite a été dévié par Andrés Escobar, dans une tentative désespérée d'intercepter le ballon. Malheureusement, il l'a envoyé dans son propre but. Un accident, une erreur qui pourrait arriver à n'importe quel joueur. Mais pour Escobar, ce but contre son camp est devenu une condamnation. La Colombie a perdu 2-1 et ses espoirs d'avancer dans la compétition se sont évanouis. Bien que l'équipe ait remporté son dernier match, elle a terminé dernière de son groupe et a quitté la Coupe du Monde. Pour beaucoup, ce but contre son camp est devenu le symbole de l'échec de la campagne. Certains joueurs colombiens ont plus tard avoué qu'ils n'auraient jamais pu imaginer les conséquences tragiques de cet incident. Après l'élimination, Andrés Escobar est rentré en Colombie. Malgré la déception, il restait optimiste, écrivant des articles dans les journaux pour appeler au calme. Il insistait sur le fait que la vie ne se limitait pas à un seul tournoi et qu'il fallait regarder vers l'avenir avec espoir. Mais le monde dans lequel vivait Escobar était bien plus cruel qu'il ne pouvait l'imaginer. Dans la nuit du 2 juillet 1994, seulement 10 jours après ce match fatidique,
Escobar est sorti dans un club de Medellín. Ce qui aurait dû être une soirée paisible s'est transformé en cauchemar. Des témoins ont rapporté qu'il a eu une altercation avec un groupe de personnes qui l'insultaient à propos de son but contre son camp. Il est important de noter que l'élimination de la Colombie avait causé des pertes estimées à 1 milliard d'euros au cercle criminel influent du pays. L'atmosphère est devenue de plus en plus tendue. Andrés a tenté de rejoindre sa voiture et était sur le point de partir lorsqu'il a été abattu de 6 balles. Transporté à l'hôpital, il n'a pas survécu à ses blessures. Sa mort a bouleversé toute la Colombie. La perte d'Andrés Escobar est devenue le symbole de tout ce qui n'allait pas dans la société colombienne de l'époque. Un environnement où le crime et la violence ne se limitaient pas à la vie quotidienne, mais envahissaient aussi le sport. Les émotions et les attentes se sont transformées en une agressivité destructrice. Pendant des années, sa mort a servi de rappel douloureux. Peu importe l'importance du sport, il ne devrait jamais être à l'origine de tragédies. Andrés, surnommé El Caballero pour sa noblesse sur et en dehors du terrain, était reconnu pour sa gentillesse et son honnêteté. Sa mort a souvent été associée à l'influence des organisations criminelles qui contrôlaient la Colombie dans les années 90. L'un des chefs de file de cette époque, Pablo Escobar, dirigeait le cartel de Medellín et était connu pour sa passion pour le football. Beaucoup pensent que si Pablo Escobar avait encore été vivant, au moment de la tragédie d'Andrés, elle aurait pu être évitée. Pablo protégeait les joueurs locaux et veillait à ce qu'ils ne soient pas victimes des structures criminelles. Mais sa mort, survenue 6 mois avant le début de la Coupe du Monde 1994, avait affaibli cette protection, laissant les gangs agir sans retenue. Peter Biaksangzuala était un jeune attaquant indien prometteur, âgé de seulement 23 ans. Il jouait pour le club Bethlehem Vengtleng, dans le championnat d'État du Mizoram. Bien que sa carrière n'en fût qu'à ses débuts, son talent et son dévouement l'avaient déjà rendu populaire auprès des supporters de son équipe. En octobre 2014, lors d'un match crucial contre le Chanmari West, son équipe disputait des points importants pour le championnat. Dans un moment décisif, Peter inscrivit un but qui provoqua une immense joie parmi ses coéquipiers et les supporters. Mais ce qui devait être un instant de célébration se transforma en tragédie. Pour célébrer son exploit, Peter tenta une série de saltos arrière acrobatiques, une forme de célébration devenue populaire chez certains joueurs. Malheureusement, l'un de ces sauts tourna mal. Lors de sa réception, il tomba lourdement sur la tête, sous le regard horrifié des spectateurs. Au début, la gravité de la situation n'était pas évidente. Peter resta immobile sur la pelouse, tandis que l'équipe médicale se précipitait pour lui porter assistance. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche, mais les nouvelles n'étaient pas encourageantes. Le diagnostic révéla une fracture au niveau de la colonne cervicale, causant une grave lésion de la moelle épinière. Ce type de blessure est souvent synonyme de paralysie, et les chances de rétablissement étaient extrêmement faibles. Malgré les efforts déployés par les médecins et les prières de ses proches, Peter succomba à ses blessures le 19 octobre 2014. Sa mort plongea le monde du football dans la tristesse et servit de rappel tragique des dangers qui peuvent survenir, même dans des moments de bonheur sur le terrain. Ce drame attira l'attention sur les risques associés aux célébrations acrobatiques. Suite à cet incident, plusieurs fédérations de football en Inde et dans d'autres pays prirent des mesures pour sensibiliser les joueurs à la nécessité de privilégier la modération et la sécurité lors des célébrations. L'histoire de Peter Biaksangzuala rappelle au monde du football qu'une seule décision imprudente peut avoir des conséquences irréversibles. Depuis ce jour, de nombreux joueurs ont choisi des façons plus sûres de célébrer leur but, bien que certains continuent de prendre des risques. Le souvenir de Peter reste gravé dans la mémoire collective comme un avertissement émouvant et une leçon précieuse pour tous les passionnés de football. Salut à tous! Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'ici, je vous invite à commenter ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour soutenir notre travail. C'est tout pour moi, à bientôt!